Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'une organisation une coopérative que plusieurs connaissaient très, très bien, comme Carbone. Mais nous, on a un peu digué, on a miné à l'intérieur pour comprendre un peu l'évolution de cette organisation-là autour de la question de son modèle d'affaires et surtout du modèle de gouvernance de cette organisation-là. Donc, c'est une recherche qui est comme à l'intersection, évidemment, pas tellement de l'innovation sociale, mais plus spécifiquement de l'économie sociale. Donc, on m'a souvent dit qu'il y avait des liens entre l'économie sociale, l'économie circulaire, et comment l'une et l'autre peuvent s'éclairer, et la question de la gouvernance qui peut aussi nous éclairer sur des questions en lien avec l'économie circulaire. Comment, par exemple, peut nous éclairer sur, on parle beaucoup en économie circulaire, de la place des parties prenantes en économie sociale, c'est inhérent au modèle. Donc, est-ce que s'intéresser à l'économie sociale et aux entreprises d'économie sociale ne peut pas nous apporter des matières à réflexion sur l'économie circulaire plus généralement? Favoriser une meilleure intégration, prise en charge de l'intérêt collectif et de l'intérêt général dans des travaux aussi en économie circulaire. Et de la même façon, travailler sur l'économie circulaire pour l'économie sociale, c'est peut-être aussi éviter qu'il y ait des dérives autour de la mission des entreprises d'économie sociale. Donc, rapidement, ça m'amène la problématique, la question de recherche. Donc, la question de recherche, et en fait, c'est une recherche qui s'inscrit, ouais, c'est ça, c'est une recherche qui s'inscrit, qui est financée qui a été financée par l'Institut international sur les coopératives d'Orimène et Alphonse Desjardins dans cette version-ci. Mais c'est une étude qui s'inscrit, je pense qu'on peut parler d'un programme de recherche maintenant. L'Institut en économie circulaire, l'EDEC, nous avait financé une première phase ou un premier niveau d'analyse qui était de regarder la gouvernance des entreprises d'économie sociale en économie circulaire. Dans cette étude-ci, on s'intéresse à on pourrait dire une méta-organisation d'économie sociale en économie circulaire, c'est-à-dire une organisation qui est formée d'autres organisations, qui est créée, formée et administrée par d'autres organisations. Et plus largement, on a aussi un autre projet qui est celui-ci de s'intéresser à la gouvernance des chaînes de valeur territoriales en économie sociale et circulaire. Le rôle des entreprises d'économie sociale dans des chaînes de valeur territoriales en économie circulaire. Donc, voilà. Alors, notre question de recherche pour aujourd'hui, elle est toute simple. Comment évolue la gouvernance des modèles d'affaires d'une entreprise d'économie sociale dont la mission s'articule autour de la transition socio-écologique, plus spécifiquement la décarbonation dans ce cas-ci. Et ça fait écho, en fait, à deux axes de recherche d'un réseau international partenarial de chercheurs en économie sociale et circulaire qui a quatre axes: politique publique, technologie, mais modèle d'affaires et aussi gouvernance. Donc, on a avec Emmanuel joint les deux problématiques, deux axes de ce grand réseau-là. Et en sous-question, donc, on s'intéresse à comment la gouvernance et le modèle d'affaires interagissent. En anglais, on dirait interplay. Je trouve que c'est plus parlant qu'interagir, mais en tout cas, d'où on va travailler avec une approche diachronique, dynamique, longitudinale pour comprendre l'évolution de cette interface-là entre gouvernance et modèle d'affaires pour une organisation qui s'inscrit dans la transition et qui est une organisation, une méta-organisation. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va vous rendre compte, c'était vraiment un travail en processus. On est en train d'analyser, on n'a même pas fini aux entrevues, mais on trouvait ça intéressant quand même de commencer à vous présenter ces choses-là. Et on va discuter de tout ça à travers un peu les tensions que ça pose au niveau du modèle d'affaires, au niveau de la gouvernance et entre les deux. Voilà. Alors, ah oui, juste pour simplement dire que notre position, les questions, je les ai présentées. Alors, voilà. On va jouer avec deux affaires. Ouais, et là, vous avez compris que notre posture, évidemment, c'est de s'intéresser non pas à la gouvernance d'un point de vue normatif, c'est comme ça qu'il faut faire, ça prend telles instances et tout ça, mais beaucoup plus d'une perspective plurielle de la gouvernance. Et la littérature, en tout cas en économie sociale, nous parle beaucoup d'une telle perspective ou de plusieurs perspectives
On nous parle de tension, on nous parle de la gouvernance qui dépend du contexte de l'organisation qui peut évoluer selon son cycle de vie et donc d'une gouvernance vraiment évolutive. Et donc, on n'est pas dans une perspective normative, mais bien plutôt compréhensive. Voilà, j'ai un peu parlé de la méthodologie. Quelques entrevues qu'on a fait avec des membres fondateurs, direction générale adjointe et des directeurs de secteur. Et sur l'analyse, parce que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu de reconstruire cette trajectoire-là à la lumière du modèle d'affaires et du modèle de gouvernance. On le fait à travers, en mettant, je dirais, en discussion les différents témoignages qu'on a eus. Et Carl et moi, on a fait chacun de notre côté cette reconstruction-là de la trajectoire, chacun de notre côté, ce qu'on en comprenait, pour après ça le mettre ensemble. Donc, on est vraiment dans une analyse de type croisé. Voilà. Alors, Carl, je te laisse continuer. Bon, pour revenir un peu plus sur Coop Carbone, donc pour ceux qui ne connaissent pas justement, donc Coop Carbone, c'est une coopérative de solidarité, mais qui a la particularité d'avoir été fondée par d'autres coops. Donc, c'est les membres fondateurs en fait de Coop Carbone, ce sont des coopératives, donc principalement Desjardins, à travers notamment la Caisse d'économie solidaire, Fonds d'Action, qui était le fonds d'investissement qui a été lancé à partir de la CSN, donc la Centrale syndicale, et la Coop fédérée qui est maintenant devenue Solio, et aussi des réseaux d'associations comme la QME et le C3E. Et donc, au début des années 2010-2011, se sont mis ensemble en se disant, il faudrait aussi qu'il y ait un joueur dans l'univers coopératif, économie sociale, qui puisse comme aider les autres coopératives à aussi faire des projets de décarbonation. Ou, je voulais pas comme dépendre du secteur privé traditionnel des organisations pour amorcer cette transition. Et donc, si on regarde ce qu'ils font aujourd'hui au carbone, ils sont dans plusieurs disons, axes de travail. Ils sont notamment dans l'agro-énergie, l'agronomie. Donc, on a développé un projet à Warwick, dans le centre du Québec, où il y a une centrale de biométhanisation qui est détenue en coopérative par une douzaine de fermiers agriculteurs de la région, où ils utilisent les rejets des déchets agricoles pour faire du biométhane. Ils ont sinon beaucoup de projets en mobilité durable, donc de toutes sortes, mais il y a eu par exemple un projet qui s'appelle Colibri, qui est d'avoir les livraisons sur le dernier kilomètre qui sont les plus polluants, où ils commencent à faire des livraisons en vélo cargo, donc ils font des livraisons à des endroits, c'est des entrepôts spécifiques pour faire ce dernier kilomètre-là à vélo plutôt. Sinon, un de leurs gros axes aussi, c'est tout ce qui a rapport à l'empreinte carbone, donc évaluer faire des audits carbone pour les entreprises. Et ils commencent à avoir d'autres aussi, d'autres pistes. Ils viennent d'ouvrir un axe en bâtiment durable spécifiquement pour la décarbonation des bâtiments. Et même un spécifiquement, même s'ils faisaient déjà des projets qu'on pourrait assimiler à l'économie circulaire, ils ont développé un nouvel axe maintenant aussi sur l'économie circulaire. Ils demandent de mettre en réseau des acteurs dans et consommateurs dans différentes régions du pays. C'est peut-être juste sur le mode d'intervention, on nous a bien spécifié, c'est qu'on n'est pas seulement une organisation conseil, on ne fait pas juste du conseil, comme bien des bureaux de consultants, mais à travers tous les réseaux qu'ils ont, ils vont dans l'action, ils participent à l'implantation, à la recherche de financement avec les partenaires, etc. Donc, c'est vraiment du conseil à l'implantation, c'est vraiment leur grande valeur ajoutée aujourd'hui. Versus une boîte de conseil, C'est ça. en effet, en effet. Donc, la particularité aussi, c'est qu'en fait, ils n'ont pas fondé la coopérative à partir de rien. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont acheté une entreprise privée qui était des consultants sur le marché du carbone. Donc, ils conseillaient des entreprises qui devaient vendre, acheter des crédits carbone. Et c'est un peu particulier, mais ils ont acheté cette entreprise-là pour, au sein un peu l'entrée au sein de la coopérative. Et c'est les employés de cette entreprise-là qui sont devenus les premiers employés de la coopérative. Donc, il y avait un président fondateur, quelques employés. Et donc, au lieu de partir sur une coquille vide, ils ont vraiment comme utilisé ce véhicule-là pour démarrer leurs activités. Et donc, pour rendre compte de l'évolution justement, de leurs activités à travers le temps, comme Martine a mentionné, on se penche beaucoup sur l'aspect des modèles d'affaires et de la gouvernance. Donc, comment ces deux aspects ont évolué à travers le temps. Et une façon de les présenter qu'on trouvait intéressante, c'est, parce qu'on va voir que ça va évoluer avec le temps, mais c'est de garder un peu l'axe des modèles d'affaires par rapport à est-ce qu'ils se concentrent sur le fait d'exploiter ou de consolider ce qu'il y a l'existant
ou d'expérimenter vers de nouvelles façons de faire, des nouveaux axes, des nouveaux pôles, disons, de travail. Et la gouvernance, quant à elle, est-ce que, dans certains cas, elle est plutôt d'une manière simplifiée et centralisée pour essayer d'être efficace, d'avancer, ou plutôt d'inclure la plus de parties prenantes possible et d'être plus démocratique? Euh, ces pôles-là, de manière qu'on les garde un peu de manière idéale type, ça nous donne un peu on va dire, les caricatures qu'on voit, ce serait bon, une entreprise qui serait centralisée et dans l'exploitation serait une entreprise privée dominante qui est là depuis longtemps. On aurait une start-up qui serait à la fois centralisée, technocratique, mais aussi dans l'expérimentation. Les modèles coop matures, on les perçoit habituellement comme ayant une gouvernance vraiment bien assise, assez rigide, mais quand même avec un modèle d'affaires, excusez-moi, qui est plus rigide, mais une gouvernance qui est quand même démocratique. Et il y a un peu des fois, cet idéal qui est là au loin, qu'on entend parler dans différentes approches. Il y a plusieurs noms qui parlent pour ça, mais des fois, on entend un laboratoire de transition démocratique. Donc, quelque chose qui serait à la fois démocratique dans les visions de toutes les parties prenantes et qui serait tourné vers l'expérimentation, qui serait assez agile pour chercher des nouvelles avenues constamment. Et c'est plutôt ce cadre-là qu'on utilise pour pas essayer de positionner comme carbone comme étant, ben, ils sont juste là, mais plutôt voir un peu leur évolution à travers ce cadran-là, à travers le temps, en gardant un peu on va dire, cette North Star ici et peut-être vers où on veut un peu moins aller donc, quand Code Carbone démarre, ils ont une idée en tête quand même. C'est-à-dire, ils ont une idée de projet qui est vraiment de la mutualisation. Ils disent, on va agréger, on va avoir des coops qui vont être membres de Code Carbone. Puis, on va agréger ensemble les projets de ces coopératives-là qui pourraient produire des crédits carbone. Donc, c'est une coopérative de producteur. ouais, de producteurs. Et chaque coop donc, on utilise ses propres projets de réduction de GES ou autres pour parfois générer des crédits qu'eux-mêmes pourraient vendre. Et donc, d'agréger ces crédits-là pour les vendre. Et c'est là qu'ils font l'acquisition des ressources pour exécuter un peu ce plan d'affaires-là qui avait été produit. Et la gouvernance à ce moment-là est vraiment basée sur euh, encore complètement démocratique, on peut dire, mais il est quand même basé sur les différentes coopératives qui travaillent ensemble au sein du réseau, mais à travers des contacts quand même. Et aux ressources, ça donne qu'ils partageaient les mêmes bureaux que la Caisse économique solidaire à Québec, donc c'est un peu comme ça qu'ils se sont rencontrés. La Caisse économique solidaire par la Fondation d'un congrès en Argentine, puis là, ils parlent du projet, il y a quand même une proximité des acteurs qui permet d'avancer sur le projet. Sauf que rapidement, c'est un peu, ben là, c'est une tension un peu stratégique. Il y a ce modèle de revente-là qui est du carbone qu'on veut mettre de l'avant, sauf que le marché du carbone chute au début des années 2010-2011. Donc, la perspective de faire ça commence à s'écouler un peu. Donc, il faut essayer de trouver une autre façon de procéder. Et c'est là que les actifs carbone vont commencer à émerger en se focusant sur l'audit et l'investissement carbone. Au lieu d'agréger les crédits coopératives qui sont membres, on va dire, bon, tu sais, les entreprises, soit quoi plus long, ont besoin de services pour comprendre leurs émissions de GS. Donc, on va offrir cette audit-là, cette évaluation-là aux entreprises. Euh, peu de temps après, il y a aussi le développement à travers Fonds d'action qui vient financer un fonds d'investissement pour investir directement dans des projets qui génèrent des crédits carbone, mais là, pas au Québec, plutôt à l'extérieur, donc aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc, disons, ils vont prendre des fonds qui leur été confiés par Fonds d'action. Ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, acheter une terre où il y a une forêt, on garde la forêt, mais ça génère des crédits carbone. Donc, ils vont faire des projets comme ça d'investissement un peu partout. C'est très, très rentable, ces activités-là. Ça va permettre quand même de très, très, très bien aller. En termes de gouvernance, le CA, tu sais, disait qu'il y avait besoin d'un opérateur qui est très à l'aise de laisser le directeur général à ce moment-là prendre vraiment le devant sur les initiatives. Beaucoup de gens disaient, tu sais, que c'est une coop, mais en fait, c'était très, très, très géré comme un OBNL ou une startup à ce moment-là. Et quoi, Carbone, c'était la vision de Jean qui était comme le directeur général justement à ce moment. Donc, plus ces activités-là avancent, plus il y a aussi une autre tension qui apparaît où là, ben, on a, oui, un très bon rendement financier d'activité, mais il y a d'autres employés qui commencent tu sais, à mettre de l'avant que ben, on voulait on voulait décarboner, on voulait faire la transition écologique, puis aider des fois, leurs clients, c'est comme des pétrolières qui veulent comprendre leurs outils carbone, tu sais, aider des entreprises comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce genre de membre-là qu'on veut avoir? Est-ce que c'est vraiment cette activité qu'on veut faire? Donc, ils poussent beaucoup pour qu'il y ait
des réflexions au niveau des activités que la coop va faire. Euh, et c'est à ce moment-là où Club Carbone va commencer à vraiment expérimenter, donc à vraiment aller vers d'autres axes de travail. Comme j'ai mentionné tantôt, ce qu'ils ont donné où ils sont aujourd'hui, donc en mobilité puis en agro-énergie. Euh, et c'est la rentabilité des activités du marché du carbone. C'est un peu comme ils vont justifier un peu cette activité-là. Ces projets rentables-là vont nous permettre de faire des projets en mobilité, en agroénergie et autres. Donc, c'est un peu, ben, on fait des projets qui sont, comme ça me donne un peu la conscience de dire on a des projets qui nous permettent de financer après ça d'autres projets qui ont plus d'impact et qui sont plus en accord avec nous. Dans cette période-là, il y a une croissance importante quand même du nombre d'employés. On passe d'une dizaine à comme 30, 40. Puis il y a toujours une grande confiance et l'attitude envers le CA donnée au directeur général du moment. Et il commence à avoir aussi une frustration de certains employés qui commencent à vouloir mieux structurer. Parce qu'à 8, 10, ça marchait bien de dire, OK, tout le monde fait ce qu'il veut, puis on fait des projets partout. Mais à 30, 40, ça commence à être un petit peu chaotique. Il y a des employés qui voudraient plus structurer ça. Mais certains qui étaient là au départ, dont le directeur général, on vraiment un modèle, là, on expérimente, on ne veut pas de politique, on ne veut pas de structuration. Donc, il y a un peu cette tension-là qui émerge. Donc, le besoin de la structure vers la poursuite de la mission qu'il y avait entamée. Et c'est ce qui va mener à une période qu'on appelle plus de démocratisation. Donc, d'abord, il y a la fin de ce partenariat avec Inland 6, qui était le nom du fonds d'investissement dans les crédits carbone. Donc, ce projet-là se termine. Il y a toujours beaucoup d'expérimentation, mais ce qui était censé être une sélection en fonction du succès des initiatives ne se passe pas vraiment. On les multiplie, mais finalement, on les arrête pas trop. Les initiatives se poursuivent un peu tous en parallèle. Soit qui sont pas super rentables, ou même on renonce certaines fois à la mise en échelle en raison d'effets rebonds qu'on perçoit par exemple, pour l'agroénergie, qui est du gaz naturel renouvelable, ben, on voit que de produire ça, en fait, n'aurait pas de sens si Énergir, par exemple, a toujours des quotas de vente d'énergie, n'a pas de quotas sur la vente de gaz naturel. Parce que ce gaz-là va juste se rajouter à la production actuelle. Donc, il y a quand même une réflexion qui est faite au niveau des activités dans un contexte plus sociétal. Et c'est à ce moment-là que la coop va passer à vraiment comme plus incarner son statut de coop à but non lucratif. Donc, on convertit les parts privilégiées en dette, on intègre les membres travailleurs sur le CA, même s'il y avait de la résistance de certains membres. Et on réfléchit aussi à c'est quoi des membres utilisateurs pour nous. Donc, on commence à plus s'éloigner de la gestion en mode en type OBNL. Et éventuellement, il y a aussi le départ du DG fondateur tu sais, qui était comme qui incarnait plus peut-être le modèle petit groupe start-up qui expérimente beaucoup, mais qui se rejoignait moins dans cette structure qui commençait à grossir, qui était très multipartite. Et très rapidement, les tensions qu'on a mentionnées aujourd'hui se manifestent encore. Donc, c'est l'exploration, l'exploitation, l'intérêt général, donc le souhait de vouloir faire la transition versus l'intérêt collectif des membres qu'on veut mieux définir. Puis c'est toujours pas très clair pour Code Carbone, c'est quoi un monde utilisateur? Qu'est-ce qu'il irait chercher exactement? Fait que ça, c'est encore en réflexion beaucoup. Et sinon, ben, les aspects de gouvernance, évidemment, donc de dire à quel point est-ce que on veut que ce soit évidemment, éventuellement eux, ces utilisateurs-là qui décident. Ça va faire que ça va consolider encore plus nos activités vers ce qu'eux veulent, ou ça va nous permettre quand même d'expérimenter encore. Et c'est cette question-là qu'aujourd'hui, ben, il y a une nouvelle directrice générale qui est en poste, il y a une nouvelle équipe de direction qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'on veut assurer la viabilité économique, donc continuer des activités qui sont rentables au niveau du marché du carbone, mais en même temps, on veut renforcer les liens avec les membres, les inclure et leur permettre d'avoir une voix et de participer à tout ça. Ce qu'on voit à travers ça, c'est évidemment, la gouvernance n'a pas été fixe à travers le temps, vraiment évolué. Il y a aussi eu, on pourrait dire, une période, oui, un peu de dégénération, si on prend que le modèle un peu plus coop démocratique aurait été la voie à suivre. Mais c'est ce déjà qui a peut-être permis d'avoir une régénération par la suite. Donc, ça a comme créé une opportunité de se réinventer et de créer des nouvelles possibilités. Donc, c'est un peu cette dualité-là qui peut interagir. Quand on en sort très rapidement avec ce dynamisme-là n'est pas juste une conséquence, c'est presque une condition à l'évolution d'une entreprise d'économie sociale qui travaille à la transition. Donc, de prétendre qu'on veut faire la transition écologique, un champ qui change tout le temps,
en disant, OK, on a un modèle, puis on va l'appliquer. C'est peut-être un peu ambitieux ou même tu sais, un peu naïf. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à vouloir à faire changer son propre modèle de gouvernance. Puis l'économie sociale, peut-être, c'est ce que ça peut apprendre, peut-être de la transition, l'économie circulaire, de vraiment le côté expérimentation, mais même dans la gouvernance même. Parfois, l'économie sociale a des nouvelles gouvernances qui sont peuvent être figées. Donc, d'avoir un peu de latitude là-dessus peut permettre d'évoluer justement dans ce sens-là. Et sinon, évidemment, ben, c'est la dépendance comme trajectoire. Et aussi le fait que de penser sur une phase plus longue, puis que des phases de dégénération peuvent peut-être aussi mener à des phases de reconfiguration et de régénération par la suite. Et donc, ça fait partie peut-être d'un cycle de vie un peu plus long qu'on peut garder sur une Je te rajouterais, en thématique. s'appuyant sur, en utilisant ou le modèle de gouvernance ou la gouvernance comme un outil pour rebondir. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, mais écoute, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce graphique à 4 4 ans. Moi, je me pose la question parce que c'est vraiment une approche, en fait, c'est une création qui est top-down, là. C'est des gros qui se sont mis ensemble pour créer une coop. Et tu n'as pas trop parlé du rôle de ces gros, en fait, qui devaient être très présents, au moins dans les premières étapes là, surtout, je ne sais pas où est-ce que tu classerais, par exemple, Desjardins là, dans ces cadrans, mais il me semble oui, ils brandissent le mot coop, mais au fond, dans la gouvernance, ils sont pas très coop. Là, Ouais, mais c'est une bonne question. C'est chaque joueur, clairement, que si on connaît chaque joueur indépendamment, c'est que Desjardins, Fondation, ben, Copédéré Solio, oui, si on veut le jeu des classés, on les classerait probablement pas là-bas. Mais après ça, on regardait plus c'est quoi l'organisation qu'ils ont créée ensemble. exact. Et comment Coop Carbone. Je dirais, en fait, c'est comme c'est contre-intuitif parce qu'en fait, ces gros joueurs-là ont été très peu présents dans la Exactement. définition du modèle d'affaires. On aurait pu penser qu'ils sont gros, mais non, ça a été vraiment le fondateur d'Eco-Ressources qui avait l'expertise, qui connaissait les choses. Et ces gros joueurs-là ont dit, ben, tu connais ça, donc une gouvernance, pour ça, une gouvernance, je dirais très peu, au départ en tout cas, là, très peu assumée. Vraiment une organisation portée par l'équipe des jeunes, des experts qui arrivent avec plein d'expertise. C'est eux autres qui ont la connaissance. Et ces gros joueurs-là, eux, ils sont là pour du long terme. Parce qu'il faut dire aussi que la façon dont c'est fait le livre, c'est qu'il y a eu un transfert d'actifs d'éco et ressources vers la COP Carbone et chacun de ces gros joueurs-là a mis entre 0 et 50 000 $. C'est pas énorme, mais dès le départ, ces joueurs-là ont considéré ça comme une perte. Ils se sont dit, nous, on ne fait pas ça pour rentrer dans notre argent. On est là vraiment pour une mission. On est là sur du long terme. On est là pour expérimenter. Fait que c'est drôle parce qu'effectivement, moi qui étudie Desjardins, la Fédération, tout ça, on est dans une perspective totalement différente de ce à quoi on peut s'attendre de ce genre d'organisation-là qui arrive et qui vont imposer ceci. Rien du tout. Ils étaient vraiment dans un mindset d'exploration. Dans la contextualisation. Un partenaire c'est silencieux important qui avait de l'argent. Ouais. Que, Ouais, c'est parce que, et probablement que il y avait une idée de départ, on va planifier un projet, on va dire qu'on va faire Mais dès que l'idée de départ est tombée, là, il y a eu beaucoup d'attitudes données justement à l'équipe. Je pense qu'ils se sont peut-être sentis un peu comme bon, on a que par-dessus la tête, on n'est pas les experts pour ça. Et autant des deux côtés, on a entendu des entrevues comme quoi le CA n'était vraiment pas présent, mais que non plus, le CA n'est pas très sollicité non plus. Fait que finalement, c'est comme ils suivaient les projets, mais c'est ça, c'était très on la voit détaché. continuellement, cette tension-là, parce que même parmi ces partenaires-là, si on dit que c'est des membres producteurs, mais en fait, Solio est un producteur, mais après ça, on a Desjardins, puis on a Fondation qui sont des financiers, eux. Fondation qui a un peu plus d'intérêt dans ça, parce qu'il est sur les marchés financiers. C'est le fonds Inensis, c'est Fondation qui l'a récupéré après. Mais donc, même entre eux, il y a un peu des tensions aussi. Certains sont, tu sais, c'est des tensions de gouvernance qu'on va parler sur la motivation de ces acteurs-là. Au départ, c'est une motivation très intrinsèque, la mission et tout ça. Puis plus on voit que ça marche, le fond, tout ça, il y en a qui développent plus une motivation extrinsèque, de justement vouloir que ce modèle-là
génère de la profitabilité, oui, aussi la transition, mais aussi du service, etc. Donc, on voit une tension un peu dans la gouvernance entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque quand on voit cette évolution-là, qui fait que pourquoi aussi on arrive à une courbe de solidarité, et ça, c'est un, d'intégrer les travailleurs, mais de façon à avoir un équilibre aussi. On sent qu'il y a cette tension-là entre les membres fondateurs qui sont des entreprises. Amener les travailleurs va amener un équilibre parce qu'ils apportent une perspective différente. Et l'accord de solidarité, ça, c'est le génie qu'on nous a dit de Léopold Beaulieu, c'est d'en faire une organisation à but non lucratif. C'est pas Desjardins, c'est pas Solio, c'est pas l'école en milieu scolaire. C'est une organisation à but non lucratif. Et donc, ça veut dire quoi? Il n'y aura jamais de ristournes qui vont être retournées aux membres individuellement. Donc, c'est de limiter la motivation extrinsèque, non pas à de l'argent, mais à recevoir des services. Et donc, ça a été un coût vraiment important. Donc, on voit comment ces choix de gouvernance-là permettent de gérer un peu les tensions dans le modèle d'affaires aussi. Alors, je pense que c'est intéressant de regarder les deux à la fois, comment les deux se répondent. Hein? Puis on développe le modèle d'affaires, puis on se dit, oups, on a besoin de faire des ajustements à la gouvernance pour être sûr que le modèle d'affaires va rester en équilibre, etc., etc. Donc, je pense que c'est l'intérêt de voir cette évolution-là, de voir comment les deux se parlent et sont chacune à leur tour une solution aux tensions qu'on voit, soit au modèle d'affaires, soit à la gouvernance. Oui. Ben, je ne sais pas si c'est dans le J'ai juste une petite question. Éco-ressources, quel est le statut des gaz d'une entreprise Entreprise capitaliste? privée. Oui, c'est ça. Capitaliste. Il a été racheté, donc aussi en même temps, le marché du carbone chutait un peu, donc un peu la valeur a chuté en même temps, fait que ça a été comme. Oui, oui, ils étaient en déclin. Là. Eux autres, ils étaient passés de 50 employés à 2, 3 employés, dont Bertrand, tout ça. Là. Fait que, eux aussi devaient, parce que le marché international ne levait pas comme ça devait, etc. Donc, eux aussi devaient faire quelque chose, je voulais. Moi, je serais intéressé de savoir, en fait, est-ce qu'il y a en fait une entreprise du même titre, mais qui aurait démarré à partir de rien? Parce que là, on avait des partenaires quand même importants qui mettaient une bille là-dedans, là, mais c'est de faire la comparaison un peu de l'évolution entre une start-up là, qui démarre à partir de zéro et qui en arrive là, et puis une entreprise qui était, bon, qui partait déjà d'une entreprise en déclin, peut-être, mais qui avait quand même une réputation, puis des façons de faire et tout, puis des clients avec des investisseurs. Et qui en arrive là aussi. Moi, je serais vraiment intéressé de voir un petit peu l'évolution des deux. Ouais. Ouais. Peut-être que peut-être que la territoire aurait pu être semblable tu sais, au début quand bon, on expérimentait, mais tu sais, si c'était une entreprise, tu sais, qui avait une start-up, bon, Inc., qui serait partie comme ça, il y aurait probablement pas mal moins eu les questions plus tard de comme les membres, c'est qui, puis qui a une voix, qui prend une décision. C'est peut-être des thèmes qui seraient pas mal moins ressortis par la suite. Peut-être que le développement initial serait fait différemment, c'est ça, mais que par la suite, les questions démocratiques seraient peut-être pas sorties pareil. On peut Mais s'imaginer. c'est super intéressant. Il Et- faudrait avoir accès à un terrain qui nous permette. Ouais. Quand on aime l'économie sociale, on a toutes les données, les gens sous, c'est hyper transparent. Mais Dans le privé, c'est pas tout à fait ça, c'est que. Ouais. Mais oui, c'est. En fait, c'est de suivre un peu comme une start-up dans l'économie sociale se développe. Moi, j'aurais des hypothèses à faire là-dessus, mais ça reste des hypothèses qu'on a besoin. merci beaucoup. Merci.